Bonjour Édouard. Tu as été amené à venir vers nous ici à l'espace Jardiner C'est possible pour animer des conférences et des ateliers dans le cadre de l'université d'été dont le thème est cette année, donc en août 2011, l'empathie. Alors, cette université accueille des professionnels de l'accompagnement, des universitaires. Et toi, au-delà des conférences, qu'est-ce que tu aurais à cœur de partager maintenant avec nous de ce qui se passe pour toi ici? Alors, la première chose qui m'a touché dans la thématique quand on a parlé, c'est moins empathie, que je connais bien dans mon activité professionnelle, que les mentions d'intériorité et de présence au monde et d'être acteur dans le monde. J'ai été pendant 20 ans un professionnel de la santé et un formateur de professionnels de la santé. Et depuis près de 25 ans, je fais du conseil aux entreprises. Et dans mon parcours, l'Asie était importante, non seulement pour les pratiques de médecine chinoise ou d'arts martiaux, de tai chi chuan, mais aussi pour la conception de l'être humain, qui ne doit pas être dissociée entre la personne publique et la personne privée. Et le développement personnel ou le développement spirituel. J'ai fait partie de l'association de psychologie transpersonnelle pendant 10 ans, dans le prolongement de Jung, Maslow, et chaque être humain a la possibilité de s'épanouir dans sa vie avec toutes ses composantes. Et en particulier, quand je parle de spiritualité, c'est d'une spiritualité civile. Je ne suis pas porteur de croyances religieuses, j'ai beaucoup de respect pour les courants religieux historiques, mais mon observation, c'est que chaque être humain a un potentiel de transformation, de réalisation. Et comme je suis un paysan pragmatique, ce qui m'intéressait de partager avec les gens de l'espace et les professionnels de l'accompagnement, c'est ces approches concrètes de la vie quotidienne. Les Indiens appellent ça le karma yoga, le yoga de la vie quotidienne. Au lieu de faire des postures de yoga, c'est chaque acte de ma vie quotidienne qui est l'occasion d'être conscient de ce que je fais, d'être lucide, réaliste, et d'en faire une occasion de faire mieux que la fois d'avant. Donc ce sont des occasions de transformation. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ça avec la population de l'espace dont je connais les valeurs, l'histoire, la culture. J'étais très proche de Yves et de son frère dans les années 70, début des années 80, de Jacques Donard. Donc il y a une communauté, une fraternité professionnelle ancienne, très ancienne. Et il y a des choses méconnues sur le plan culturel. Par exemple, l'intériorité, ça pourrait se résumer à être présent à soi-même. C'est un slogan qu'on trouve dans beaucoup de discours, qu'on trouve dans beaucoup de titres de livres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord un acte de perception. De quoi suis-je conscient? Qu'est-ce que je perçois? Moi qui viens du corps, la plupart des gens sont occupés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils souhaitent, mais n'ont pas leur système perceptif qui capte tous les signaux du corps en permanence. Le schéma corporel, la conscience du geste, c'est pas enseigné dans les écoles. Je vais prendre l'exemple de la respiration qui me tient à cœur, parce que c'est un vecteur simple pour apprendre à être présent à soi-même. Chaque individu respire en moyenne 20 000 fois par jour. C'est gratuit et c'est automatique. Mais en fait, on sous-utilise notre respiration parce qu'on n'en est pas conscient. On mange 3 fois par jour, mais comme la respiration est gratuite, on ne fait pas attention. Bien des gens sont fatigués, dépressifs, parce qu'ils respirent mal, ou sont anxieux. Et donc, quand dans plusieurs courants d'Asie, on invite à être conscient de sa respiration pendant une méditation, pendant le yoga, pendant le tai chi chuan et qigong, c'est en fait pour entraîner l'esprit, qui est un animal rétif, à être plus docile, pour être disponible pour ce qui se passe ici et maintenant. Et donc la concentration, l'attention sans tension, si on la pose sur la respiration pour la rendre consciente, l'organisme se met à vivre mieux. Médicalement, si je suis sous stress
préoccupé, soucieux, anxieux, le diamètre de mes artères diminue. C'est une réponse biologique. Si je suis paisible, serein, le diamètre de mes artères augmente. Les gens détendus ont les mains chaudes, même l'hiver, et les gens stressés ou anxieux ont les mains froides, même l'été. Et donc, le premier bénéfice de l'attention à sa respiration, c'est de mieux se porter, c'est d'avoir plus d'énergie. Si on travaille, on va travailler moins en force, on va pas avoir de pépins de santé, parce qu'on va être plus attentif à ce qu'on fait. Si je jardine ou si je fais du terrassement dans mon jardin, dans ma maison, je vais moins me blesser si je suis attentif à ma posture, à mon geste, à ma respiration. Et ça n'est que la toute première étape. Après, comment je peux devenir conscient de mon corps tout entier, conscient des sentiments qui m'habitent, conscient des pensées qui me traversent. Je suis mes pensées, mes sentiments, mes sensations, mais je suis aussi la conscience que j'ai de mes pensées, de mes sentiments, de mes sensations. Ça m'aide comme acteur dans le monde, quand je suis dans la vie professionnelle, à être lucide sur quel jeu je suis en train de jouer en tant qu'acteur, quelle stratégie, comment je me comporte. Est-ce que je suis au maximum ou est-ce que j'ai la tête à l'envers, je suis distrait, je suis obsédé par un truc. Et c'est cette qualité de conscience en train de faire qui permet de progresser en permanence, d'être en même temps acteur et spectateur de soi-même. Ce n'est pas une dissociation schizophrénique ou schizoïde, c'est cette attention et ce détachement de « je vis ma vie, mais je me regarde la vivre parce que la vie est plus vaste que l'action que je mène ». Et du coup, chaque geste de la vie quotidienne est enrichissant. Quand j'enseignais le Tai Chi Chuan, on répète le même mouvement des centaines et des milliers de fois au fil des mois et des années. Et chaque répétition, c'est comme si c'était une création et que c'était la première fois. Si je prends l'exemple de faire l'amour, est-ce que c'est une routine ou est-ce que c'est une rencontre merveilleuse à chaque fois? Tout dépend de l'attention qu'on y porte. C'est vrai pour un massage, puisqu'on fait beaucoup de massages à l'espace. Si celui qui masse ritualise l'espace, se concentre et est dans l'attention à ce qu'il fait, l'énergie qui circule dans son corps est bien plus puissante. Si celui qui reçoit le massage est dans l'attention, sans jugement, en disant « oh là là, il n'est pas bon, il me fait n'importe quoi », au lieu d'être dans le jugement, il accueille ce que l'autre est capable de lui donner, même si c'est un amateur, il va profiter beaucoup plus de cette tranquillisation, de ce partage, de manière magnifique. Pour avoir formé des professionnels, c'est pas si simple de faire comprendre ça à des professionnels qui apprennent des techniques. Le massage suédois, on est local, on pétrit la masse pour la rendre plus fluide, plus souple, et puis on tchatche, on discute, mais souvent superficiellement avec la personne. Il n'y a pas d'écoute, quoi. On n'est pas dans une perception globale de soi et de l'autre, on n'est pas dans une connexion entre deux êtres humains. En communication, si je suis dans une écoute active, mais que je me considère comme différent, parce que moi je suis le thérapeute et l'autre le malade, il n'y aura pas de connexion. Or, les professionnels, les psychothérapeutes les plus anciens, les plus seniors, ont dit à plusieurs reprises, ce qui est thérapeutique, c'est la relation. C'est la présence bienveillante, la disponibilité à la rencontre qui fait que quelqu'un peut se reconnecter avec lui-même, même si c'est son histoire douloureuse, et grâce à la relation, ouvrir le jeu, avoir de l'espoir en imaginant autre chose, et prendre de la distance même avec le tragique. Un des psychiatres qui m'a formé, Claudio Naranjo, disait il y a des cicatrices irréversibles. Et même si on a des épisodes douloureux, on peut continuer à vivre de manière riche et intense par d'autres aspects de l'existence si on ne répète pas le scénario. Et donc cette façon d'être neuf et créatif à chaque instant, c'est comme un musicien, un pianiste qui donne un concert. Il a joué 500 fois un morceau de musique, mais pour chaque nouveau public, il sera totalement présent et il va le jouer avec toute son âme pour inspirer et pour émouvoir son public. Donc de l'intériorité à l'environnement en fait. Eh bien, il n'y a pas un moment pour s'intérioriser et un moment pour être dans le feu de l'action. Bien sûr qu'il y a des moments de recueil, de repli, de retrait pour se recentrer, se ressourcer. C'est le principe des vacances.
Mais ce que j'ai appris en Asie, c'est me mettre en vacances au singulier. Pendant quelques minutes, être vraiment à l'écoute de moi-même, sans préoccupation extérieure. Et ce que j'ai trouvé intéressant, que je partage même avec mes clients managers dans les entreprises, quand je fais de l'accompagnement du changement et que j'invite les gens à communiquer ou à faire des écoutes actives, il y a un temps de centrage pour qu'ils soient disponibles pour l'autre, pour suspendre le jugement, enlever les stéréotypes dans la tête, et être vraiment disponible pour la rencontre avec l'être humain qui est là, quelle que soit sa fonction, son âge, son bagage. Et c'est parce que la relation s'installe dans la vie quotidienne au travail que les gens se respectent, se sentent bien, peuvent communiquer, peuvent se confronter de manière constructive, ou que l'opérateur qui est en train de faire un geste technique dans l'usine va pouvoir le faire très bien, sans se blesser, parce qu'il est très concentré. Alors justement, par rapport à l'opérateur en usine, oui. Tu parlais de la respiration, mais je suppose que la conscience de chaque articulation pourrait être aussi un facilitateur de détente et de récupération. Alors, je vais parler de conscience globale du geste, oui, pour être dans l'économie du geste. Là, c'est des choses très simples qui peuvent vraiment servir à tout le monde. Le tonus musculaire renseigne sur l'état d'esprit. Si je suis stressé, soucieux, mes tensions musculaires augmentent. Dans la vie moderne en Occident, on oublie son corps et on est focalisé par le résultat. Si je pratique cette conscience de soi au niveau basique, conscience du corps, conscience de l'état de mes muscles, et que je me relâche, mon geste va être plus précis et plus économique. Donc c'est l'idée de l'énergie minimum. La stratégie, c'est l'art d'atteindre un objectif avec le minimum de dépenses et le maximum de retour sur investissement. Si je suis détendu, concentré, mon geste va être économique, pas fatigant, très efficace. C'est comme dans les arts martiaux, quand on pratique le judo ou l'aïkido. Mais je peux travailler comme ça. Donc tu proposes une série d'exercices. Alors, je travaille avec des kinés qui font de la prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques en usine. D'accord. Toute ma vie, j'ai appris aux gens à être dans cette attention à soi-même, dans cette tranquillité détente. Et une autre manière de le dire qui semble paradoxale, l'attention, c'est l'esprit très aiguisé, l'attention et la vigilance maximum, et le corps détendu. Ça a des conséquences importantes. À chaque instant, il faut pouvoir analyser une situation, déterminer une stratégie pour agir, se fixer des objectifs et choisir comment faire. Et de temps en temps, il y a des revirements, il faut s'adapter. Il y a des changements qu'on n'avait pas prévus. Et ce travail peut être beaucoup plus rapide si on est vigilant, attentif et qu'on est en façon de capter la situation, capter les jeux d'acteurs autour de soi et faire des choix, faire le bon choix. En Asie, on dit l'attitude juste, quand quelqu'un est centré, entraîne la pensée juste, le sentiment juste, l'action juste. Mais c'est pas simple d'être en permanence à l'écoute des pensées qui me traversent, des sentiments qui m'habitent, des sensations qui sont là, sans perdre le contact avec l'extérieur. Je ne suis pas dans un cours de yoga, je suis dans la cour de l'usine, ou dans l'atelier, ou dans un bureau, ou en train de participer à une réunion comme participant, comme animateur. Est-ce que je peux maintenir ça dans la vie de tous les jours? C'est possible. Un conseil que je donne à plein de managers, c'est, à défaut de faire de la relaxation de temps en temps avec un pro, observez votre respiration comme marcher dans les couloirs, entre le parking et le bureau. En pratiquant 10-15 minutes de ci, de là tous les jours, on peut de plus en plus être conscient de sa respiration en permanence pour gérer ses variations émotionnelles, ses coups de chauffe. Il faudrait un gong dans tous les couloirs alors? Non. C'est la responsabilité de chacun de vivre pas à côté de ses pompes, mais bien installé dans son espace. Donc pas de maître, d'assumer. Soi-même étant son maître. Oh, c'est l'école de la vigilance, Karma Yoga, de la vigilance permanente. Il n'y a pas un temps on peut toujours à nouveau approfondir dans des moments privilégiés, mais plus je le pratique dans la vie quotidienne, plus ça me rapporte en termes de détente, bien-être, joie de vivre, efficacité. Il y a un exemple. Il y a des gens qui n'ont jamais rien appris de tout ça, mais qui sont des très bons professionnels, qui sont des exemples pour leurs collègues, même si c'est à nouveau un opérateur dans l'usine, un artisan dans l'atelier, etc. Pourquoi c'est des bons professionnels? Parce qu'ils ont naturellement cette qualité de vigilance, d'attention.
ils s'organisent mieux que la moyenne, ils ne s'affolent pas, ils s'organisent bien, ils ont les yeux en face des trous. Est-ce que c'est la maîtrise du geste et l'apprentissage de l'école, admettons, qui... Pas du tout. Ah. Pas du tout. Dans un de mes précédents livres sur le coaching, je parlais de la main qui guide entre le compagnon qui enseigne à l'apprenti un geste technique. Et en fait, il va apprendre non seulement un geste technique, mais un rythme, une façon de se positionner. J'ai deux frangins qui sont dans le métier du bois. Pousser une varlope, qui est un instrument assez lourd pour raboter une planche, il y a une façon de se poser, de respirer, qui fait que j'expire quand je pousse mon rabot et je ne me fatigue pas, et je peux le faire 10 heures par jour. Et donc les chansons de métier sont des manières d'être dans la vigilance, l'attention et l'économie. Les chansons de marin pour tirer les câbles, un travail du dos, c'est pas seulement les bras, et toujours expirer dans l'effort et reprendre de l'air. Et donc c'est des choses très anciennes, connues depuis la nuit des temps. Donc tu allies plusieurs facettes de la culture humaine, en fait, des cultures du monde. Dans les écoles soufis, des livres merveilleux, où les écoles soufis, quelquefois, c'est un chaudronnier qui apprend à faire des ustensiles en cuivre, ou un tisserand. Et la démarche spirituelle, ça va être d'apprendre à bien faire son travail, comme les compagnons du Tour de France, l'amour de la belle ouvrage. Quand les compagnons du Tour de France font le Tour de France pendant 5 ou 10 ans pour perfectionner leur métier, on leur transmet des valeurs et, entre autres, cette attention à soi et à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'ils sont bien appréciés sur les chantiers, parce qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. Ils assument ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, j'ai rencontré un professeur de trait qui apprenait le dessin en 3 dimensions. Dans les métiers du bâtiment, et même dans les travaux publics, ce sont souvent des compagnons du Tour de France qui sont les meilleurs coffreurs pour faire les ouvrages d'art, les viaducs, les ponts, les choses comme ça. Ce n'est pas simplement la restauration des charpentes des monuments historiques. Les ingénieurs ont besoin d'eux. C'est des super professionnels qui sont des bons référents. Mais à nouveau, ils sont là, mais ils sont partout. Et il y a des gens qui ont trouvé ça tout seuls, naturellement, avec du bon sens, de la lucidité, de la répétition d'expériences dont ils ont tiré les enseignements. Je connais ça chez les instituts et les profs. C'est pas la pédagogie qu'ils ont appris qui leur a permis de faire grandir des enfants. C'est pas simplement de respecter le programme scolaire. C'est cette qualité de relation, cette cohérence personnelle, cette qualité de relation et de respect avec les enfants, à faire que leur passion, ils vont la transmettre, ils vont éveiller les enfants, et les enfants vont s'épanouir parce qu'ils sont dans un cadre qui favorise l'émergence de leur potentiel. Donner le goût d'apprendre. Absolument. Je trouve des agents de maîtrise qui font ça avec des apprentis dans des usines, et ils sont heureux de transmettre et de faire grandir des êtres humains, pas simplement de former un bon professionnel techniquement. C'est une joie profonde de transmettre et de faire grandir, comme les parents qui élèvent leurs enfants. Et là maintenant, à ce stade de ton existence, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que tu as vraiment à cœur de transmettre et de faire grandir? Alors, quand j'ai choisi d'écrire La liberté de s'accomplir, j'ai mis 4 ans à m'isoler, plusieurs périodes dans les vacances, prendre des moments de rupture, pour synthétiser mon parcours de vie. Et j'ai envie de dire, ça résume aussi bien mon expérience personnelle, mon cheminement personnel. Je raconte par exemple comment j'ai rencontré à l'âge de 15 ans un prof de philosophie qui était mon mentor pendant 10 ans, dans une relation complètement bénévole et amicale. Il a guidé mon jugement, mon discernement, me posant des questions essentielles sur l'existence. Donc j'ai eu un coaching philosophique pendant 10 ans, avec un type qui avait souffert, qui a une histoire personnelle difficile, mais qui était un interlocuteur ouvert, bienveillant pendant 10 ans. Ça a été très précieux. Ce qui me semble important, c'est que toute sa vie, on peut évoluer si on emprunte un chemin guidé par des valeurs qu'on va s'efforcer de vivre. Si on prend en compte la boussole qui est le désir essentiel, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui me donne le sentiment de me réaliser si je fais quelque chose d'une certaine façon,
quel que soit mon métier, mon contexte. Et cette attention-là, c'est de l'exigence permanente, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, pas se faire des films, pas se faire des fausses frayeurs en disant j'ai envie mais j'ai peur, je ne serai pas capable, je doute. Ça, c'est tout le nettoyage qu'il faut faire pour prendre confiance dans ce que l'on est. La nécessité d'être accompagné dans ce nettoyage aussi. Ça aide à certaines étapes, mais déjà devenir aussi un bon compagnon pour soi-même, se donner de rendez-vous pour faire le point, faire le tri, prendre du recul, en disant est-ce que ça va comme je veux. La maintenance préventive, c'est pas simplement pour les véhicules. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je fais attention à être dans un équilibre satisfaisant? Est-ce que je m'épuise dans mon travail ou est-ce que je me disperse dans les amitiés superficielles pour les bourrer la gueule avec les potes ou est-ce que les choses que je vis m'apportent du sens? Et on n'est pas un être humain à la naissance. On le devient. On est un potentiel. Mais réaliser sa plénitude, devenir un être humain authentique, entier, c'est un travail de longue haleine. Certains connaissent ça en accéléré. Une de mes amies, Anne-Marie Filiosa, était une des premières psychanalystes à accompagner les enfants cancéreux mourants, qui savaient qu'ils allaient mourir à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et elle me disait à quel point ils avaient vécu en accéléré cette maturation, ils avaient atteint un niveau d'évolution psychologique, une maturité que bien des adultes n'auront jamais. Pour la plupart des gens, c'est le chemin de la vie. Tout au long de la vie, on peut tirer des enseignements, progresser, se perfectionner, à une condition, c'est de rester sincère avec soi-même. Et ce travail de compréhension progressive, de perfectionnement, avec la plus grande sincérité possible, ça peut remplir une vie. Et déboucher sur ce sentiment d'accomplissement, qui est un sentiment. Moi, je ne sais pas écrire sur devenir riche en 50 leçons, les clés du bonheur. Non, je ne sais pas faire ça. Par contre, la promesse que je peux faire aux gens, c'est de leur dire à partir de mon témoignage et de mes observations, vous pouvez atteindre un état de paix intérieure, d'accord avec soi-même, durable, tranquille, qui fait que vous êtes content. Je me lève tous les matins heureux d'être en vie et avec l'envie de faire une chose de plus qui soit utile. Ayant été un soignant m'occupant des autres, mon métier m'a aidé à ça. Mais au-delà de mon temps de travail, j'ai découvert encore plus en profondeur que ça me remplit d'une joie profonde de faire quelque chose qui est bon pour d'autres. Même si c'est à titre bénévole, même si c'est de démontrer une petite fille sur la plage comment faire la roue. J'en ai regardé une l'autre jour à Anglette et je la voyais répéter, mais elle n'arrivait pas à corriger son mouvement, elle n'arrivait pas à retomber comme il fallait. J'ai demandé à ses parents si je pouvais lui parler et je lui ai montré comment prendre son appel pour que son mouvement se déroule tout seul. Et puis elle était toute joyeuse de mieux réussir à faire la roue. Voilà, moi j'étais heureux qu'elle ait progressé, son progrès me réjouit. Donc là où tu en es, il y a toutes tes facettes de l'enfant, du kinésithérapeute, du coach, il y a tout qui est actif en ce moment. Actuellement, j'ai lancé du ressourcement des salariés seniors qui, dans les entreprises, et entre autres les usines, vont devoir travailler plus longtemps. Et on a marginalisé beaucoup les seniors, les gens de plus de 50 ans, qu'on a poussés vers la sortie, en considérant qu'ils coûtent trop cher, qu'ils sont plus très adaptables, qu'ils sont plus dans le coup, et donc on les a poussés vers une forme de mort sociale. Et en fait, en Scandinavie, il y a des gens de 68-70 ans qui remplissent très bien leur job et qui sont encore au travail. En Allemagne, en Angleterre, les gens travaillent en moyenne 50 plus que chez nous, et ils ne sont pas en plus mauvaise santé, ils ont même des systèmes de prévention santé bien meilleurs. Mais un cadre sup, une profession libérale qui gagne sa vie, il a une culture où il sait s'accorder des bons moments. Et bien souvent, dans les valeurs reçues par des gens plus modestes et d'une éducation plus limitée, on leur a pas appris à se faire plaisir et à se faire du bien. Et je trouve des gens magnifiques qui se sont occupés de leur famille, qui souvent en plus
continuent à travailler en n'étant pas toujours bien considérés, mais ont une autre responsabilité, c'est celle de s'occuper de leurs parents vieillissants. Donc voilà une clé de voûte du corps social. À 50-55 ans, ils ont encore quelquefois des enfants d'âge scolaire ou qui ne travaillent pas encore, des parents qui commencent à avoir une santé dégradée dont il faut s'occuper, qui demandent une présence physique, un soutien moral et quelquefois une aide financière. Et eux, il faut qu'ils survivent et qu'ils se débrouillent sans savoir qu'il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux. Et c'est génial de voir des gens qui retrouvent une respiration parce qu'on les invite à prendre soin d'eux et à continuer à vivre intensément un profit d'existence. Comment tu les trouves, ces gens? Ah ben, moi, je réponds aux demandes des entreprises. D'accord, par l'entreprise. Mais j'ai fait cette proposition-là parce que dans la loi sur l'accord pour les seniors, on avait tendance, par exemple, à ne plus les envoyer en formation. On ne va plus investir. Il y a souvent plus de promotion pour les gens de niveau moyen modeste. Il n'y a plus de promotion. Ça va bien suffire pour eux pour aller jusqu'au bout. C'est désespérant. Alors qu'en fait, ils ont plein de ressources. Il y en a qui, une fois en retraite, deviennent bénévoles en association, participent à des tas de trucs, retrouvent de la vitalité. Redéployer leur savoir-faire, et leur désir, Alors qu'on aurait pu l'injecter aussi dans l'entreprise pour qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise. Le travail, c'est pas fait pour s'emmerder. Le travail, c'est fait pour se réaliser. Et là, actuellement, est-ce que tu as d'autres projets très importants pour toi? Alors, il y en a un qui me tient à cœur, et le bouquin, ça y est, il est là, et maintenant je fais des conférences pour retourner vers le grand public, pour leur dire, la vie est faite pour être intense, pour être vécue intensément, et si vous êtes attentif, ça peut le devenir. C'est l'attention qui est la clé. Et une deuxième chose qui me tient à cœur, je vais lancer une spécialisée de respirologie. Alors qu'est-ce que c'est que la respirologie? C'est très simple. Puisqu'on respire tous 20 000 fois par jour, autant le faire bien, autant le faire comme il faut. Et donc je vais équiper des professionnels, des enseignants, pour qu'ils s'en servent avec les élèves, des professionnels de la santé, des coachs, des entraîneurs sportifs, pour qu'ils apprennent aux gens non seulement à se calmer, comme on le fait avec des respirations, du yoga, des qigong, de la méditation, mais aussi des respirations stimulantes pour les sportifs, pour sortir avec le gros cœur. C'est un cycle de formation, c'est ça? C'est un cycle de formation pour des professionnels, ou avec un autre groupe de professionnels qui sont des psychothérapeutes, des coachs, des comédiens, des professeurs de chant, etc. Donner les bases de l'anatomie de la physiologie. Le diaphragme est le plus méconnu des muscles. Même les professionnels ne savent pas se servir de leur diaphragme. On n'a pas été éduqué à respirer proprement. Il n'y a qu'un diaphragme? Il y a le muscle diaphragme qui est quand même le muscle principal de la respiration. Mais on n'a pas appris la connexion entre la respiration, le système nerveux, le système endocrinien. Et on peut dire ça avec des mots simples, et des exercices simples, qui fait que les gens vont savoir mieux gérer leurs émotions s'ils sont un peu trop à géométrie variable, ou extérioriser davantage s'ils sont introvertis et qu'ils n'osent pas trop s'exprimer. C'est toujours la respiration qui porte ça, qui fait le lien entre le dedans et le dehors. Des éléments de psychologie pour qu'ils comprennent comment aider chaque personne à trouver un meilleur usage, et des éléments de pédagogie pour l'enseigner à des publics très variés. Je l'ai fait avec des instituts, avec des enfants de 10 ans, en école primaire, et ils étaient très contents d'apprendre à faire les haka des joueurs de rugby néo-zélandais pour faire bouger l'énergie dans leur corps, et puis ensuite savoir se calmer pour écouter le cours. C'est enseigné nulle part ailleurs, j'ai jamais entendu parler de... Alors, c'est enseigné en Allemagne, c'est enseigné au Canada. Dans la prévention santé, le monde anglo-saxon est plus avancé. En Suisse, chez nous, on a tendance à chercher à faire de la prévention en tant que détection précoce de pathologies. Mais le développement du capital santé et vitalité ne fait pas partie de notre culture. Il y a un moniteur de ski japonais qui a emmené son père descendre la Vallée Blanche à ski pour les 100 ans de son père. Et lui, à 70 ans, il est allé au sommet de l'Everest l'année suivante.
Les plus de 50 ans en général ne s'y risquent pas. Non. En Chine, quand j'ai emmené des médecins en 1981 pour observer les méthodes de prévention, j'ai découvert des vieillards entre guillemets de 75-80 ans, le pied sur un arbre, en train de faire le grand écart comme une danseuse de l'Opéra de Paris. Pour moi, professionnel de la santé, ça me semblait invraisemblable. À leur âge, ils n'auraient pas dû pouvoir. Sauf qu'il y a une façon de travailler pour garder la souplesse, la fluidité dans son corps, une question d'entraînement, de pratique régulière. C'est le tai chi, C'est tai chi, qigong, oui, tout ce genre de choses. Donc ce capital de santé-vitalité, chacun en est responsable. En 81, quand j'ai fait une émission sur le sujet sur France 2, Antenne 2 à l'époque, j'ai parlé d'autogestion de sa santé. Et il y a eu un montage très manipulatoire. Le réalisateur a fait montrer des étudiants de mai 68 en train de lancer des pavés. Comme si l'autogestion était un mythe stupide, une utopie irréalisable. Chacun est responsable de sa santé. Ce n'est pas votre médecin qui est responsable, c'est vous-même. C'est la manière dont vous choisissez de vivre qui fait que vous serez en équilibre, en bonne santé, à 80%. Si vous avez un problème génétique, une pathologie, vous pourrez avoir des ennuis et besoin du corps médical. Mais l'entretien de votre santé, c'est la responsabilité de chacun. L'alimentation aussi. Voilà. Comment vous dormez, etc. Et ma contribution, c'est d'aider mes collègues professionnels, tous secteurs confondus, à mieux se servir de cet puissant outil qu'est la respiration pour éduquer, enseigner avec l'ensemble des populations auxquelles ils ont affaire et qu'ils en profitent. Voilà, donc le jour où il y aura un certificat de respirologie pour les profs de gym, ou pour les enseignants, ou pour les psychothérapeutes à l'université, ben voilà, j'aurais fait œuvre utile une fois de plus. Eh bien écoute Edouard, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner de ton expérience de ta vie ici sur Blog Espace. Et maintenant, ce soir, une conférence avec les autres participants universitaires professionnels, psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes rogériens, enfin il y a tout un panel de personnes connues et reconnues et que ça va être une grande soirée. Merci. En tout cas, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de partager, d'expérimenter et de transmettre un peu. Merci beaucoup. Merci.